faire mieux avec moins. On va essayer de répondre à ces différentes questions, notamment à la première, et quelles sont en pratique les mutualisations mises en œuvre par les différentes collectivités concernées. Donc, je l'ai dit, on accueille 3 collectivités, Mont-de-Marsan, Grand Cognac et la communauté de communes du Pays de Naye, qui vont à leur tour présenter leur avancée en matière de mutualisation. On commence, tel que c'est prévu ici, par Mont-de-Marsan. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc l'exemple qui va vous être présenté est peut-être relativement atypique puisqu'on n'a pas forcément fait les choses comme le texte le prévoit. On n'a pas construit le schéma de mutualisation puis mis en place la mutualisation concrètement au sein de l'agglomération, mais plutôt fait l'inverse en fait. Commencer par un gros transfert de compétences qui a impliqué la mutualisation. Parallèlement, on construit avec Guillaume Lemeur le schéma de mutualisation qui n'a pas encore été soumis à nos assemblées. Donc au départ, c'est une décision politique qui a été prise en fin d'année 2014 de transférer la compétence éducation à l'agglomération. Dans le contexte de la mise en œuvre des TAP qui sollicitaient beaucoup de collectivités en France, les communes de l'agglomération ont pris contact avec la présidente pour demander à ce que ces TAP soient organisées par l'agglomération et donc que cette compétence soit transférée. Plutôt que de transférer seulement cette partie, il a été proposé de confier à un prestataire une étude tendant à voir si on ne pouvait pas faire un transfert plus global de la compétence. C'est ce choix qui a été fait finalement par l'ensemble des élus à l'unanimité. À la fois pour avoir une thématique plus cohérente, mais aussi, il faut bien le reconnaître, parce qu'un argument financier a achevé de convaincre tout le monde, puisque le gain en termes de DGF permettait de couvrir en fait la baisse des dotations de l'État. En tout cas, tel que ça a été estimé à l'époque. On verra concrètement si c'est encore le cas, avec notamment la réforme de la DGF. C'est un transfert de compétences qui, du coup, est relativement inédit pour une communauté d'agglomération. Et au regard des autres transferts qui ont pu être réalisés aussi, ça fait de celle-ci le PCI le plus intégré des Landes. Donc c'était en fait finalement un défi important à relever pour tous, avec des objectifs ambitieux, très ambitieux même, puisque en fait les délais étaient très contraints. La décision donc de commencer à réfléchir a été prise fin 2013 et l'année 2014 a été consacrée, au-delà des élections municipales qui avaient lieu à cette période-là, à commencer à réfléchir à la façon dont ça pouvait être organisé. Et ensuite, une fois la décision prise en conseil en décembre, il restait seulement 6 mois pour préparer l'ensemble des propositions et mettre en œuvre au 1er juillet cette compétence. Les objectifs étaient importants pour l'administration, mais aussi pour la politique publique en tant que telle, puisque à chaque fois l'objectif était essentiellement de rendre le meilleur service public en étant le plus efficient possible. La difficulté principale, c'est qu'en fait, la communauté d'agglomération telle qu'elle existait avait notamment des services ressources qui étaient totalement sous-dimensionnés pour faire face à un tel transfert de compétences. Et du coup, la mutualisation est apparue de manière très pragmatique comme la seule solution pour arriver à faire face à ce transfert. Et donc mettre en œuvre concrètement la décision politique qui avait été prise par les élus. Donc proposer à l'ensemble des communes membres, la mutualisation a en fait essentiellement concerné la ville-centre et les services de l'agglomération, mais également le CCAS et le CIAS. C'est un périmètre relativement large qui a été retenu et des services communs qui sont aujourd'hui nombreux, donc au-delà de la Direction générale des services. On a les finances, la DSI, donc l'informatique, la communication, les affaires juridiques et les marchés, les ressources humaines bien sûr, et puis le pôle technique. Il y avait déjà eu une expérience passée de mutualisation avec notamment des équipes culturelles qui avaient l'année précédente été mutualisées, un service prévention qui intervenait déjà sur l'ensemble des collectivités et puis une direction des pôles techniques qui avait là aussi été mutualisée l'année d'avant. Donc une culture qui quand même préexistait et des manières de faire qui commençaient à être intégrées par tous. Ça a néanmoins totalement transformé les effectifs notamment, puisque ceux de l'agglomération ont été multipliés par 4 en quelques mois seulement.
Donc au-delà de tous les agents qui venaient des communes et qui avaient en charge la compétence éducation, l'ensemble des services ressources a aussi alimenté donc, les effectifs tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc ceux de la ville de Mont-de-Marsan ont très largement chuté et ceux de l'agglo se sont très largement accrus. Pour essayer d'être plutôt sur une partie retour d'expérience plutôt que la méthode qui vous sera présentée notamment par Guillaume Lemeur, on est aujourd'hui à pratiquement 1 an, un petit peu moins de recul par rapport à cette expérience. Et donc on a essayé de faire un premier bilan en essayant de le réaliser de la manière la plus réaliste possible, donc en voyant ce qui a fonctionné mais aussi ce qui a moins bien marché. Des vraies réussites peuvent être mises en avant. Ça a peut-être l'air simple comme ça, mais finalement, réaliser la paye d'un grand nombre d'agents en plus en juillet, c'était un défi en tant que tel. On a réussi à le faire grâce à une très forte mobilisation des agents de la DRH, mais aussi au soutien précieux du centre de gestion qui nous a bien accompagnés sur ce sujet. Et passer le stress d'attendre si les agents arrivaient tous à bien avoir leur bulletin avec le bon montant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout d'erreur et que c'était quand même en tant que tel un vrai motif de satisfaction. De manière plus générale, on a réussi à respecter les échéances qui nous avaient été fixées et comme on l'a vu, elles étaient quand même très contraintes et ambitieuses. On a réussi à faire en sorte que la rentrée scolaire se passe bien avec de fortes attentes à la fois des élus et des usagers. Tout ça, ça n'a été possible que grâce à la mobilisation de l'ensemble des agents qui se sont tous vraiment pris au jeu d'une certaine manière puisqu'il y avait cette décision de faire et que tous voulaient que ça se passe de la meilleure façon possible. Bon, il n'y a pas que des points positifs, évidemment. On a quand même rencontré quelques écueils ou quelques contraintes en la matière. Et par exemple, la communication, même si elle est fondamentale et qu'on est tous très attentifs à celle-ci, ça reste un exercice périlleux quand on construit les choses au fur et à mesure et donc que l'information doit circuler alors qu'on est en train de décider et de mettre en place. Et bien que souhaitable, l'anticipation sur ces questions n'était pas possible, en tout cas dans le contexte que nous avons connu, nous. Juste pour préciser les choses, en termes de calendrier aussi, moi je suis arrivée pour prendre mes fonctions en février de l'année dernière, donc on avait 5 mois avec la directrice de l'éducation qui arrivait également pour mettre en œuvre tout ce dispositif dans une collectivité qu'on ne connaissait pas. Voilà. En termes de points de vigilance, c'est évidemment les aspects budgétaires, puisque, on l'a dit, c'est aussi un des enjeux de la mutualisation et des transferts d'essayer de faire des économies. Donc le suivi à mettre en œuvre après est indispensable, sachant que l'évaluation des charges aussi est un moment clé quand on fait le transfert, que c'est un exercice qui est complexe et qui est très sensible aussi, puisque chacun conteste ou déclare une partie des chiffres, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Et là, en la matière, on a eu la chance aussi d'avoir quelqu'un qui était bien formé au contrôle de gestion dans les effectifs et qui nous a permis de faire des calculs qui nous permettent aujourd'hui de suivre l'évolution de ces dépenses. L'objectif, donc, c'est d'ajuster au fur et à mesure, c'est ce qu'on essaye de faire, en harmonisant le plus possible les procédures, en les créant quand elles n'existent pas, et puis on essaye de s'interroger au fur et à mesure sur l'organisation telle qu'elle préexistait, et puis telle qu'on l'a mise en place, en essayant de la faire évoluer pour qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles. L'objectif également, c'est d'être et de rester à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les usagers, les agents ou les élus. Alors les usagers, l'objectif, c'était de leur rendre un meilleur service. Ça a commencé, je l'espère, je pense. Les retours sont plutôt positifs. On a déjà mis en place une tarification qui est donc harmonisée sur l'ensemble du territoire. Et puis, on est en train de créer un PEDT communautaire, de mettre en place un règlement intérieur qui les associe très largement. Dans les autres parties prenantes, il y a les élus qui étaient donc à l'origine de la décision et qui
il faut l'avouer aussi, ont été un peu bousculés par toutes ces transformations dans un temps très court. À la fois donc, leur lien de proximité avec leurs usagers qui demeure mais qui prend des formes un petit peu différentes de celles qu'ils connaissaient jusque-là, mais aussi la mutualisation en tant que telle a changé les repères qu'ils avaient dans leur relation avec l'administration. Et puis les agents, donc ceux grâce à qui tout cela a été possible, qui se sont très fortement mobilisés et au sujet desquels en fait il nous faut être très attentifs à leurs conditions de travail pour faire en sorte que la surcharge de travail qui a pu exister pendant ces mois et qui demeure dans certains cas puisse être acceptable en essayant d'améliorer leurs conditions de travail, sachant que dans certains cas, par contre, et certains sujets comme le régime indemnitaire, puisque c'est souvent un des points de crispation, est un sujet qui est parfois insoluble lorsque les disparités sont trop fortes et quand l'harmonisation par le haut, qui évidemment est souhaitée, est insoutenable financièrement. Voilà. Donc c'est à partir de ces premiers retours d'expérience aussi qu'on a présenté à la fois aux élus et puis aux représentants du personnel notamment, qu'on essaye de construire les prochains transferts qui seront dans le schéma de mutualisation. Donc merci Madame Dezeg. Donc vous l'aurez compris, hein, l'idée du schéma de mutualisation s'inscrit dans la continuité des transferts qui ont déjà été mis en place par l'agglomération du Marsan. Donc pour répondre à l'obligation réglementaire bien sûr, mais aussi pour faire perdurer la dynamique actuelle. Donc la première question qui s'est posée, les premières questions qui se sont posées lors de l'élaboration du schéma de mutualisation, c'est d'abord un schéma pourquoi, puisque le Marsan avait déjà une culture de la mutualisation. Qu'est-ce que peut apporter le schéma de mutualisation en plus de tout ça ? Alors, 4 points centraux pour les buts, les enjeux un petit peu de ce schéma de mutualisation. Le premier étant bien sûr de répondre à l'obligation réglementaire, donc quelque chose qui s'est imposé aux EPCI et une contrainte qui a pu être subie par certains, mais on va dire choisie un petit peu aussi par le Marsan. Ensuite, le but, c'était donc de poursuivre la dynamique actuelle de mutualisation, c'est-à-dire essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, puisque, comme l'a dit Madame Dezeg, les premières réflexions concernaient peut-être plutôt dans un premier temps la ville-centre de Mont-de-Marsan et l'agglomération. Donc l'idée du schéma, c'était de voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire de poser la question de la potentielle mutualisation de l'ensemble des compétences avec l'ensemble des communes. Donc c'est comme ça que se sont présentées les choses. Le Marsan a choisi de voir ça aussi comme une opportunité pour se réinterroger sur l'amélioration et l'augmentation de la qualité de ces services publics. Donc sur un territoire qui est assez peut-être inhabituel, je vous en parlerai un tout petit peu après. Donc un enjeu fort d'améliorer la qualité de l'offre de services publics. Et bien sûr, en fin de parcours, le but ultime est toujours de réaliser des économies à travers la mutualisation. Donc aujourd'hui, on commence à avoir quelques petits retours, notamment sur le transfert de l'éducation et sur les transferts entre la ville-centre et l'agglo. Le schéma de mutualisation, donc pour l'instant, on pourra le mesurer que dans quelques temps. Hein. Donc objectif poursuivi, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir. En termes de méthode, donc là, de manière assez classique en fait, hein, pour mener la réflexion autour du schéma, on a choisi une méthode collaborative. Donc d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour que à tous les niveaux de réflexion, tout le monde puisse avoir son mot à dire. Donc on a commencé de manière assez simple en fait, par des entretiens avec l'ensemble des cadres de l'agglo. Le but était de tâter le terrain pour connaître un petit peu, pour identifier, pour caractériser les relations entre l'agglo et les communes membres, peut-être en dehors des transferts. Donc des transferts importants avaient été réalisés. On voulait essayer de mesurer un petit peu comment les cadres de l'agglo répondaient aux attentes des communes et quelles étaient les relations. Donc c'est quelque chose qui a été un point important pour la suite pour le diagnostic. Sachant qu'en parallèle de ce travail d'entretien avec les cadres, on a mené une série d'entretiens et de questionnaires auprès des maires des différentes communes et de leurs secrétaires de mairie. Donc là, un petit peu de la même manière, le but était d'avoir un petit peu aussi un premier retour sur les pratiques de mutualisation, en termes d'appréhension, les premiers retours, le sentiment par rapport aux premières mutualisations, pour essayer aussi de se projeter sur l'avenir. Donc c'est toutes ces questions que je vous détaillerai un tout petit peu après dans le diagnostic qui ont constitué le diagnostic territorial, c'est-à-dire la base d'information qui a servi pour le reste des réflexions.
Ensuite, toujours de manière assez classique, le diagnostic a identifié un certain nombre de pistes qui ont été identifiées dans des groupes de travail essentiellement composés des élus. Donc tout au départ, les groupes de travail ont travaillé non pas par thématique, mais plutôt par secteur géographique. Donc c'est des choses qui ont émergé du diagnostic. En fait, vu la configuration du territoire, les communes se sentaient plutôt de mutualiser avec leurs voisins directs plutôt qu'avec l'ensemble des communes. Donc dans ce cadre-là, on a commencé par des groupes de travail par secteur et ensuite des groupes de travail communs, donc qui devaient amener des réflexions, qui devaient enrichir donc la version finale du schéma de mutualisation. Si on regarde le diagnostic donc, un petit peu plus en détail, la première chose qui émerge, c'est un petit peu la configuration géographique du territoire. Le Marsan, c'est 18 communes, dont deux villes-centres, deux villes qui regroupent environ, je dirais, les 3/4, peut-être 80% de la population, et 16 autres communes qui ont quelques centaines d'habitants, voire au mieux quelques milliers. Donc une configuration un petit peu atypique avec une zone centrale urbaine et des zones plus rurales. On verra que ça a pu peser sur les réflexions en termes de mutualisation. Donc le diagnostic a essayé d'identifier un certain nombre de choses, et la première des choses qu'on a essayé de déterminer, c'était les conditions à de nouvelles mutualisations. Puisque, comme l'a dit Madame Dezeg, notamment le transfert de l'éducation s'est fait sur un timing assez court, donc qui a généré un certain nombre de difficultés. Arriver derrière en reparlant de mutualisation au maire, au début, ça avait un caractère un petit peu effrayant. Donc, savoir quelles étaient les conditions à réunir si on voulait envisager de nouvelles mutualisations. Donc, on a essayé de dégager des facteurs clés de succès et des freins potentiels à ces nouvelles mutualisations. Au niveau des facteurs clés de succès, donc c'est la première chose qui est revenue dans la majorité des communes, c'était la création ou l'encadrement de la mutualisation par un projet de territoire. La plupart des maires étaient ouverts à de nouvelles mutualisations, à condition qu'elles soient encadrées. Ils ont dit, pour reprendre les mots de certains, mutualiser oui, mais une mutualisation au service du projet du territoire et non pas une mutualisation pour mutualiser, parce que ça serait inutile et ça serait peut-être contre-productif. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, Madame Dezeg en a parlé aussi, peut-être quelque chose qui avait été pas très bien fait tout au début pour le transfert de l'éducation, c'était travailler notamment sur la communication, sur la circulation des informations. Les élus, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Les élus ont beaucoup insisté sur le fait d'améliorer la communication et donc lié au troisième point, c'est-à-dire d'avoir un portage politique partagé, c'est-à-dire un portage politique, enfin des mutualisations qui soient le fruit d'une réflexion collective et non pas l'imaginatif de la présidente ou de son cabinet, par exemple. Donc ça, c'était les facteurs clés de succès. Au niveau des freins potentiels, il y a deux choses qui faisaient très peur, notamment aux maires et aux secrétaires de mairie, c'était la lourdeur administrative, et notamment dans le processus de décision. Tous avaient peur que peut-être l'administratif prenne le pas sur les décisions, et donc c'est quelque chose qu'il fallait absolument éviter. La deuxième, je dirais peut-être la plus importante frayeur, au niveau pour les élus et pour les agents, c'était la complexité du cadre juridique qui encadre les mutualisations. Au moment où je suis arrivé pour poser de nouvelles questions sur les mutualisations, les maires avaient très bien compris ce qu'était un transfert, puisqu'ils étaient en plein dedans, ils avaient travaillé sous toutes ces coutures. Par contre, quand il s'agissait de parler de services communs ou de mise à disposition, là c'était déjà un petit peu plus compliqué. Donc ils avaient peur de s'y perdre et de ne pas se retrouver dans les possibilités qui s'ouvraient devant eux. Finalement, des écueils qui n'ont pas eu lieu, puisque le processus s'est fait de manière assez linéaire et assez souple. Donc on a réussi à éviter peut-être ces problématiques. Le deuxième point du diagnostic, c'était d'identifier les pratiques des communes en matière de mutualisation, comment elles se positionnaient par rapport à leur passé et par rapport à leur futur en termes de mutualisation. La première chose qui, donc comme je vous l'ai dit, c'est lié peut-être à la structuration des territoires aussi, c'est qu'aujourd'hui les communes, de ce que j'ai pu en remarquer dans le diagnostic, ne se projetaient pas sur l'avenir. Alors c'était à la fois une volonté de leur part, puisqu'ils avaient une vision très quotidienne, très isolée peut-être de ce qu'ils voulaient pour leur commune, donc avec des ambitions qui tournaient essentiellement autour du développement de la commune, donc à travers la création de lotissements ou de commerces par exemple, ou au contraire, ce qui est des choses qui sont beaucoup revenues, c'était de conserver l'esprit de village. Donc ils avaient des ambitions un petit peu différentes, et ils disaient la mutualisation, ok, mais il faut que ça rentre dans ce cadre-là prédéfini. Et ensuite, donc peu de projections, notamment à cause du poids de la quotidienneté. Les petites communes de cette strate, avec des moyens qui sont réduits de plus en plus, n'avaient pas forcément de vision sur l'avenir, et donc pas de vision en termes de mutualisation. Ensuite, en analysant avec eux, uniquement en se focalisant sur les compétences potentiellement mutualisables, on se rend compte qu'aujourd'hui, il existe peu de compétences mutualisables pour le futur.
Madame Dezeg l'a dit, on avait déjà mutualisé l'action sociale, on avait déjà mutualisé le scolaire, donc peut-être le plus gros morceau pour les petites communes, donc il restait finalement pas grand-chose. Mais malgré tout ça, quand même, quelques pratiques souvent informelles d'ailleurs de la part des petites communes, notamment sur le prêt de matériel et les aides, la mise à disposition de personnel d'une commune à l'autre de manière ponctuelle. Donc ça, c'était des choses qui méritent de figurer dans le chemin de mutualisation, puisque déjà mises en place, mais pas forcément structurées. Donc le travail allait plutôt porter a priori sur la structuration. Et donc le dernier point, le dernier but du diagnostic, c'était d'identifier les pistes de mutualisation. De grandes thématiques, de grands types de mutualisation sont sortis de ce diagnostic. C'était donc des mutualisations par secteur, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Les maires se sentaient plus proches de leurs voisins directs plutôt que de remettre en place des grosses mutualisations avec l'ensemble des communes et de l'agglo. Donc c'était la première piste. Et ensuite des mutualisations donc au regard des compétences qui restaient encore dans les communes, qui devaient tourner autour de l'entretien du cadre de vie et de l'animation de la vie locale. Donc ça, c'est ce qui sort du diagnostic. Des groupes de travail sont ensuite passés pour traiter de ces pistes, et ensuite de manière collective, les maires ont validé un certain nombre de propositions qui devraient figurer dans le schéma de mutualisation. Donc ces propositions, c'est les suivantes. D'abord des mutualisations qui apparaissaient comme évidentes, même si elles n'ont pas forcément été évoquées dans le diagnostic, c'est le transfert de la petite enfance et de la jeunesse. De manière très intuitive. Pourquoi c'est évident? Parce que l'agglo dispose déjà de tout ce qui est périscolaire, extrascolaire et scolaire, donc un très très gros morceau. Et pourquoi ne pas disposer de l'ensemble du processus d'éducation allant du début de la petite enfance à la fin de la jeunesse? Donc de manière très concrète, ça semblait assez évident. Et le deuxième point d'évidence, c'était que les structures d'accueil de petite enfance et d'animation de la jeunesse étaient très centralisées sur la ville de Mont-de-Marsan et sur la ville de Saint-Pierre-du-Mont, c'est-à-dire les deux villes-centres. Donc le rayonnement en fait, de ces structures était déjà à l'échelle communautaire, donc pourquoi ne pas le passer officiellement au niveau de l'agglo? Ensuite, d'autres choses ont été évoquées, des mutualisations qui sont aujourd'hui en cours de discussion et qui concernent la création d'une police intercommunale et du transfert de certains équipements culturels. Je commence par les équipements culturels. Ça semblait aussi assez logique, puisqu'une partie de la compétence culture appartient déjà à l'agglo, mais certains équipements culturels, notamment le musée et certains théâtres, relèvent encore de la gestion des municipalités. Donc la logique voudrait qu'on transfère ces équipements qui ont un rayonnement largement plus vaste que celui de la commune, voire que celui de la communauté d'agglo. Sur la partie police intercommunale, là la problématique est un tout petit peu différente, c'est que la ville de Mont-de-Marsan disposait d'une police municipale, mais la deuxième ville-centre, Saint-Pierre-du-Mont, venait de passer le cap des 10 000 habitants, et donc c'était une obligation réglementaire pour eux de mettre en place ce service de police. Donc logiquement, à ce stade de la réflexion, pourquoi ne pas envisager directement une police communautaire plutôt que de faire coexister deux polices municipales qui ont une zone de chalandise assez proche? Et je me dépêche, j'ai bientôt fini. Et finalement, dernière mutualisation, donc qui reste malgré tout à structurer et qui sont en train d'être travaillées, qui sont liées, c'était la mise en place de groupements de commandes et le partage de matériel. Donc l'idée, c'était que l'agglomération puisse centraliser un petit peu les moyens des communes, puisse aussi centraliser les besoins de chaque commune, que tout le monde crée un outil pour que tout le monde puisse exprimer ses besoins et ce dont il dispose, et ensuite donc de réaliser des groupements de commandes dont le but c'est de réaliser des économies, d'obtenir des tarifs préférentiels peut-être sur des marchés communs, ou de partager certains matériels. Donc là, le partage de matériel serait a priori, disons que le recueil d'informations centralisé par l'interco, mais ensuite serait laissé à la gestion des communes, donc via des conventionnements libres en fonction des besoins et en fonction de matériel dont chacun dispose. Voilà ce qui devrait constituer au moins le cœur du schéma de mutualisation, donc en complément de tout ce qui a déjà été réalisé dans le cadre du transfert de l'éducation, etc., et qui donc est aujourd'hui en attente de validation et en cours de production. Merci. Merci Mont-de-Marsan, donc Madame Dezeg et Monsieur le maire. Pour cette première intervention de cadrage du périmètre, on peut continuer justement par un autre cas, le cas du Grand Cognac. Vous direz quelles sont les spécificités justement du schéma avec un processus. On l'a vu, Madame Dezeg disait pour commencer qu'ils avaient peut-être fait à l'envers, mais les étudiants ont dit tout à l'heure qu'il n'existait pas de mutualisation type, donc quelque part tout est logique. Et on va voir que justement le process est un peu différent pour le Grand Cognac, donc je laisse son DGS évoquer le cas.
Merci. Bonjour. Donc Grand Cognac, juste un petit rappel géographique. On est une communauté de communes, 14 communes, 36 000 habitants à peu près. Une ville-centre qui pèse plus de la moitié. Un EPCI riche avec une ville-centre en difficulté financière. Et ça a son importance pour la suite de l'exposé. Et par ailleurs, on est à la veille du passage en communauté d'agglomération, même si j'avoue qu'à titre personnel, je n'en connais pas le périmètre. Alors un peu d'histoire. La mutualisation sur le territoire, c'est une vieille histoire. Il y a eu un DGS mutualisé entre la ville et l'intercommunalité jusqu'en 2007. Des exécutifs également souvent confondus et des pratiques avérées de mutualisation via des conventions de prestation de services, RH, finance, services techniques, informatiques. Ça, c'était jusqu'en 2008. Après 2008, il y a eu une séparation à la fois de l'exécutif. Le président n'était plus le maire de la ville-centre. Et par ailleurs, le DGS n'était plus de la ville-centre, n'était plus le DGS de l'Interco. Donc une communauté de communes qui a grandi, qui s'est autonomisée par rapport à la ville-centre. Et progressivement, j'étais à la ville à l'époque, on a constaté ou mis en œuvre une réduction de la voilure sur la mutualisation. En 2014, le maire de la ville-centre est devenu président de l'intercommunalité. Le DGS de l'Interco est parti et mon maire m'a proposé de le rejoindre à l'intercommunalité, ce que j'ai accepté. Et il y a eu une proposition de mutualiser ce poste de DGS. Et alors là, on avait identifié deux vice-présidents, entre guillemets, deux vieux vice-présidents. Et il y en a un qui a dit, écoute, c'est clair, tu mutualises le poste, je démissionne. Bon. En fait, c'est vraiment le poids de l'histoire. Il y a un passif entre la ville-centre et l'intercommunalité qui date de transferts de compétences qui se sont faits avec des transferts de charges particulièrement allégés. À une époque, les budgets étaient, je pourrais les qualifier de fongibles. Ce qui fait qu'à un moment, il y a eu une révolte, je serais tenté de dire, sous forme ironique, une jacquerie. Les maires des communes autour ont dit, bon, maintenant, il faut arrêter les conneries. Excusez-moi du terme, mais ça s'est passé comme ça. Il faut qu'il y ait étanchéité et transparence sur les relations financières. D'où, en 2014, donc, ce refus de mutualiser le poste de DGS. Et les maires des communes autour nous ont vu arriver, le président maire de Cognac, le nouveau DGS de l'intercommunalité, ancien DGS de la ville de Cognac. Certains m'ont dit clairement, écoutez, vous arrivez, préparez le casque, le bouclier, le gilet pare-balles, voilà. On vous attend au coin du bois. Ça, c'est 2014. Donc un contexte assez peu propice à la mutualisation. Et on a commencé à travailler sur la mutualisation. Le choix qui a été fait, c'est un choix d'élaboration interne, avec un chargé de mission très largement dédié au schéma de mutualisation. Je le salue, il est là. Et donc une démarche interne. Et on a déployé une démarche assez académique avec des questionnaires, des recensements, compétences, grades, fonctions, Et forcément, en bon techno, on est arrivé à se dire, de toute façon, c'est évident, il faut mutualiser avec la ville-centre. La DRH, la DSIT, c'était tellement logique, tellement logique. Comment on dit top-down, c'est ça ? Voilà. Et on est allé en comité de pilotage, la fleur au fusil, en se disant, de toute façon, il faut fort fuser. C'est tellement logique, et on a été collé au mur. Et on est reparti à nos chères études. Et ça, on était à l'automne 2014 environ. Et donc, ça nous a amené à réorienter complètement, en fait, à la fois le schéma, mais surtout la démarche, dans une dimension beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste. Par contre, ce qu'on a réussi à obtenir, et ce n'était pas évident sur le territoire, c'était l'inscription, il y a une coquille dans le diaporama, l'inscription dans le schéma de mutualisation de l'élaboration d'un projet de territoire, d'où le partenariat avec Achat Optima. Le schéma de mutualisation, je reviendrai sur son contenu, a été adopté en mars 2015. On a eu conscience de faire quelque chose de très modeste, mais il nous semblait important de poser un premier acte dans une mutualisation non plus centrée uniquement sur la relation entre la ville-centre et l'intercommunalité, mais bien qui implique l'ensemble des communes. Quelque part, donner à connaître aux autres élus ce qu'est la mutualisation et les bénéfices qu'il peut y avoir pour la commune. D'où donc un schéma adopté en mars 2015. Et avec Étienne, on a fait le tour des 14 conseils municipaux pour faire preuve de pédagogie, pour expliquer. Et avec l'engagement, lorsque le schéma évoluerait, de revenir présenter les évolutions, alors même que ça, la loi ne le prévoit pas.
Donc le premier schéma de mutualisation, il a été centré sur des choses qui préexistaient, sur de la recherche de financement, recherche de subventions, et sur un service de conseil juridique. Ils existaient sans cadre juridique, le schéma de mutualisation nous a permis de donner un cadre à ça. Le deuxième est relatif au marché public. On avait une coopération historique entre la ville et Grand Cognac. Les volumes d'investissement se sont inversés. Sur Grand Cognac, ont pris une ampleur importante. Et donc, on a transféré le service marché public de la ville-centre vers l'intercommunalité. Avec une mission de conseil à titre gracieux auprès des communes. Et enfin, le droit des sols, comme tous les périmètres, on a été confronté à la difficulté du désengagement de l'État. Et donc, je le disais tout à l'heure, le PCI est un EPCI riche. La décision a été prise de faire porter le service droit des sols sous forme de service commun par l'intercommunalité et que ce soit un service rendu à titre gracieux pour l'ensemble des communes. Et là, on a commencé à, je l'ai évoqué tout à l'heure, à parler un peu de l'agglomération. Sur les 5 intercommunalités qui composent le PETR aujourd'hui, 4 étaient concernés par les engagements de l'État, Grand Cognac, et 3 autres. Et on a travaillé sur la mise en place d'un service unifié droit des sols, donc une démarche de mutualisation qui préfigure quelque part la future communauté d'agglomération. Et on s'est retrouvé avec des clients. Alors là, pour le coup, bien évidemment, la prestation n'était pas réalisée à titre gracieux, mais bon, ça a fonctionné. On a eu un recours de la part de l'État, mais tout ça a été enterré assez rapidement. Et ça nous a amené à créer un service de Grand Cognac, en fait, sur une commune extérieure à notre périmètre. Et au final, ces premiers services, ils fonctionnent. Ils ont été créés, ils fonctionnent. On a réalisé une évaluation, enfin, plutôt une enquête de satisfaction auprès des maires, des DG, secrétaires de mairie, qui nous ont permis de réorienter des choses ou de poser des futures évolutions. Et parallèlement à ça, le constat qu'on avait fait, c'était que souvent, les maires étaient en manque de formation, de sensibilisation sur un certain nombre de sujets qui touchent au quotidien de leur commune. En tant qu'employeur, l'hygiène et la sécurité devrait être une préoccupation, la préoccupation des archives. Et donc, on a mis en place un certain nombre de formations, sensibilisation en direction des élus et des agents municipaux, en s'appuyant sur les compétences internes à la ville de Cognac. Et ces sensibilisations, formations, ont pu déboucher sur les services communs. Ça sera l'objet du deuxième schéma. Et puis, la construction de l'agglo commençait à prendre forme. Et le directeur des services de la communauté de communes voisine est parti. Et en fait, il a été proposé que j'en assume la direction, en plus de la direction générale donc de Grand Cognac. Donc je suis aujourd'hui un élément de la mutualisation avec une communauté de communes voisine à hauteur de 5h15 par semaine. Et mais j'ai recruté un adjoint. Deuxième schéma. Le deuxième schéma, il nous a semblé important de procéder à une évolution parce que le besoin était sur le territoire. On a mis en place, dès le 1er janvier, 2 nouveaux services, hygiène et sécurité, sous forme de services communs, à la fois pour répondre à nos propres besoins, pour environ un mi-temps, et répondre aux besoins des 13 autres communes pour un deuxième mi-temps. Entretien des stades est lié à un transfert de compétences, je ne vais pas m'y arrêter. Et à partir du 1er août, donc dans quelques mois, quelques semaines, on met en place 2 nouveaux services. Le premier, l'aide à l'archivage, sera porté par l'intercommunalité. On a distingué 2 types de prestations, ce qui serait réalisé à titre gracieux, ce qui serait réalisé à titre onéreux, en s'appuyant sur le service de la ville-centre. C'est un service qui sera composé de 2 archivistes et donc qui sera là en appui, en conseil, voire dans la mise en œuvre de l'archivage dans les communes et à l'intercommunalité. Et le deuxième, le bureau d'études. La ville-centre possède dans ses services techniques un bureau d'études compétent, mais qui a vu son activité réduite compte tenu de la diminution des niveaux d'investissement. L'intercommunalité a commencé, dans le cadre d'une opération immobilière importante, à conventionner avec la ville-centre pour que le bureau d'études assure la maîtrise d'œuvre. Et à partir du 1er août, on va formaliser ça sous forme de service commun qui, comme la loi NOTRe l'autorise, sera porté par la ville-centre. On a fait... Et c'est clairement issu, en fait, d'une remontée terrain. C'est-à-dire qu'on a été interpellé par des maires qui me demandaient j'ai une petite étude routière à faire, comment est-ce que je peux m'y prendre? Parce qu'aller payer un prestataire extérieur, ça va me coûter un bras. Or, là, j'en suis à établir mon dossier de demande de subvention. Donc, on les a mis en relation avec la ville-centre. Ils ont fait affaire par le biais d'une convention de prestation de service. Ça s'est fait une fois, c'est bien passé. Une deuxième fois, la commune engage les travaux avec la ville-centre. Et le contrôle de légalité banane la convention de prestation de service. D'où la mise en place d'un service commun à compter du 1er août.
Là, clairement, on est sur un service réalisé à titre payant, enfin comme les services communs, donc au coût réel, et qui, dans le cadre de l'agglomération, déjà trouve un écho favorable sur les communes membres de la future agglomération. On a par ailleurs dressé un certain nombre de pistes de travail, de réflexion. Je vais les prendre dans le désordre par rapport à la présentation. Serre municipale, la ville dispose d'un bel équipement, surdimensionné par rapport à ses besoins actuels. Une enquête a été réalisée, qui aujourd'hui n'est pas concluante. Merde. Bon, c'est pas grave. Qui aujourd'hui, par rapport aux besoins de la ville-centre, est vraiment surdimensionné avec un certain nombre de frais fixes. On veut penser au personnel ou aux énergies, par exemple. On réétudiera le sujet dans le cadre de l'agglomération. Le service achat, en appui au service marché, pareil, c'est à l'étude. On verra ce sur quoi ça débouchera. C'est quelque chose qui a du sens, mais qui induit des mouvements de personnel. Et c'est vrai, dans le cadre de la communauté d'agglomération, j'ai pu m'exprimer auprès de mon collègue que je salue, le fait que ce serait bien que ce soit porté par la ville, centre, au moins dans un premier temps. Et enfin, 2 sujets qui sont liés aux ressources humaines. Le premier sur la paye, un certain nombre de communes, notamment celles qui disposent d'un agent, se retrouvent souvent en difficulté dès lors que l'agent est absent. Donc on réfléchit, pourquoi pas, à un service commun sur la paye. Une logique de secrétaire de mairie itinérante. Et la dernière proposition, c'est l'idée de mettre en place un comité technique territorial. Dans le cadre de l'agglomération, nous allons devoir procéder au renouvellement des instances. Et dans ce cadre-là, par délibération, les communes pourraient faire le choix d'adhérer à ce comité technique pour plus de réactivité et plus de proximité. Tout ça est à l'étude. Et la dernière diapo, alors c'est pas uniquement un mot, du schéma de mutualisation au chemin. À l'origine, je l'ai dit, on était parti sur quelque chose d'assez académique, un grand schéma, un grand document stratégique, d'une vision à 5 ans, à 10 ans, etc. Les premiers pas qu'on a fait dans cette direction, je l'ai dit avec honnêteté, ça ne correspondait pas aux envies des élus, ça ne correspondait pas à leurs aspirations. Et en fait, aujourd'hui, le schéma, on s'aperçoit qu'il s'est transformé en chemin. Non pas en chemin de croix, mais bien un chemin sur lequel les élus s'approprient les mérites de la mutualisation, en voient les bénéfices, avec pour nous un objectif, qui est l'objectif de donner à toutes les communes l'ingénierie des grandes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et juste le dernier mot, c'est le rôle de la pédagogie. On a beaucoup fait de réunions et j'y ai passé des heures carrées, que ce soit au niveau des comités de pilotage sur la mutualisation, auxquels les 14 maires sont associés, plus le DGS, auprès des secrétaires de mairie qu'on réunit régulièrement. On a fait 4 réunions en 1 an et demi. J'ai fait le tour des conseils municipaux 3 fois, une fois pour présenter la première version, une deuxième fois sur le PLUI, on est un peu en dehors du sujet, et une troisième fois pour présenter l'évolution au schéma de mutualisation. Et cette pédagogie, elle apparaît pour nous aujourd'hui clairement indispensable. Voilà. Merci. Merci Monsieur Ségalin de cette présentation qui vient enrichir le cas de Mont-de-Marsan. On a souhaité aussi, suite à un contact, inviter Monsieur Pouey pour avoir un regard un peu différent. Je me souviens l'année dernière, on avait fait une enquête de satisfaction sur le colloque et on nous avait dit les communes rurales, ce serait bien qu'elles soient ici aussi. Et donc on a voulu essayer de varier les plaisirs et les tailles. Et donc on a invité Monsieur Pouey pour évoquer finalement les spécificités des Comcom sur la mise en place de schémas de mutualisation. Je vous laisse la parole avant qu'on arrive à l'intervention de Monsieur Marin. Oui, d'accord. Bonjour à tous. Alors je fais comme les jeunes, j'en profite pour les dédicaces, saluer mes ex-collègues de l'agglo de Pau que je ne vois pas dans la salle, même avec les lunettes, mais je sais qu'il y en a certains. Bien oui, c'était notre échange de mails où moi je ne voulais pas venir, puisque quand j'ai vu les ateliers, les intervenants, je l'ai là le mail, je serais bienvenu, mais tout cela est vraiment formaté urbain agglo. Bon. Et donc on a eu un échange de mails intéressant, et j'aurais dit, puisque je me suis retrouvé à la tribune, c'est ça. Bien, alors, je vais faire assez court, je vais avoir un exposé qui va être plus global que l'aspect mutualisation proprement dit, y compris sur les finances. Pour moi, c'est très lié, et sur les recettes aussi, à mutualiser. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est répondre à la question quelle dynamique locale, quelle économie, et est-ce qu'il y a, s'il y en a une spécificité. Voilà, je vais essayer de répondre à ça. Ce que je voudrais faire aussi, c'est essayer de présenter, d'abord je vais dire très vite ce qu'a fait la communauté, mais je voudrais partir du point de vue des communes, comment elles voient ça, et puis après du point de vue de la communauté.
Une ou deux anecdotes quand même, hormis cette histoire de mail d'inscription. Moi, j'écoute les agents. J'ai 4 agents qui sont allés dans les formations CNFPT, je crois, sur la mutualisation. Les 4, c'est pas pour nous. J'écoute. Étant passé en anglo, je vois à peu près ce qu'ils veulent dire. C'est pas pour nous, c'est trop gros. Quand je suis rentré à 10h30, j'avais un intervenant qui a 9000 agents, c'est ça? C'est 3 fois notre ville-centre. C'est pas pour nous, mais c'est la même chose. La thématique est la même, la problématique est la même. Ça, c'était un autre point. Cela dit, j'ai un peu relu ce qui s'est dit, et il y a des rapports vraiment intéressants. Si on regarde le rapport de la DCF 2011, par rapport à cet aspect de spécificité, 20 communautés, 2 communautés de communes. Si on regarde celui de 2015, 10 communautés, enfin métropole, etc., 2 communautés. Donc je pense que c'est un peu significatif. Ça, c'était un autre point par rapport à l'aspect de la spécificité. Dans l'approche que je voudrais présenter, je voudrais, moi, partir puisque le législateur, l'État raisonne comme ça, du bloc communal de services. Le bloc communal. Il y a les services des communes, il y a les services de l'interco, il y a des dépenses, il y a des recettes. Donc je vais parler aussi mutualisation des recettes. Quand c'est arrivé, cette affaire-là, nous, dès 2009, puis après en 2013, les élus n'ont pas trop compris. Et j'ai essayé, alors là, je suis désolé, je suis absolument myope, même avec les lunettes, donc je vais prendre, je vois strictement rien, donc je vais prendre mon papier. Ça ne vous dérange pas de me le dérouler? Parce que je vais être obligé de faire, je suis désolé. C'est bien de mutualiser. Je vois absolument rien, je le disais à mon collègue tout à l'heure. Ils n'ont pas compris, et j'ai essayé de leur dire, chez nous, c'est un quasi non-sujet, mais indispensable. Je crois vraiment à ça. Alors je vais essayer d'en parler un petit peu. Merci. La communauté, très vite, créée en 2000, 28 000 habitants. Vous avez le PowerPoint là. 28 communes, 7 communes de montagne, une communauté pas touchée par le SDCI, puisqu'elle arrive à ce qu'elle voulait, je vais dire, à savoir extension à 4 communes maxi et pas dépasser les 30 000 habitants. Je ne sais pas comment on y est arrivé. On doit être un peu têtu. La diapo vous montre les 28 communes. La ville-centre, Naï, 3 500 habitants. 12% de la population. Les rapports de la DCF, ils montrent que dans le premier rapport de 2011, 13 communautés sur 20, la ville-centre, c'était 50% de la population, et au minimum 25 à 30%. Donc déjà, j'insiste là-dessus, ça situe la suite. Ensuite, deuxième point sur lequel j'insiste, le ratio 7, chez nous, si je prends le budget principal, c'est 14% des DRF. Le ratio obligatoire, dépenses de personnel sur les DRF. Si on consolide avec tous les budgets annexes, c'est 17,3. Les agglos sont à 20%, 19,7. Nos communautés ATPU 2050 sont à 22,8. Je le dis en introduction parce que ça détermine des choses après. Les compétences. Merci, chers collègues. On va un coup ensemble après à la sortie en remerciement. Je voudrais insister juste sur l'aspect visuel des compétences d'une communauté comme la nôtre, mais de la plupart. Regardez, vous avez... Si j'avais fait cette diapo en 2009, elle ne serait pas celle-là. Vous avez la colonne des compétences obligatoires, dont un SCOT, et puis voilà la colonne des compétences de proximité. Donc on voit le déséquilibre qui, à mon avis, est révélateur de ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans et 15 ans sur les communautés au sens large et les communautés de communes en particulier. C'est-à-dire toute la montée en charge des services de proximité et qui chargent le fonctionnement et le personnel. À partir du moment où vous avez ça, nous on a pris 14 compétences depuis 2009, on est passé de 19 à 70 agents. La mutualisation ne se pose plus de la même façon en termes de marge de manœuvre financière, y compris avec les communes qui veulent refiler à la communauté et qui veulent aussi des retours de ressources. J'ajoute que nos 14% ou nos 17%, ils sont dans une communauté qui fait quasiment tout en régie. Donc on fait des efforts. Alors, sur le schéma, là où les élus n'ont pas compris, c'est ça là, oui, voilà. Merci. En 2013, mais c'est quoi ce truc? On fait déjà tout ça et depuis longtemps. Donc en gros, c'était même pourquoi l'État ou le législateur vient nous demander de faire des efforts. La communauté de communes du pays de Naï, quand je dis qu'aujourd'hui c'est un non-sujet, c'est que ça fait des années que nous le faisons. Donc comme tous mes collègues, y compris urbains, pour certains d'entre eux, toute la gestion statutaire, etc. se fait avec le centre de gestion. Le CNFPT nous fait le plan de formation mutualisé, a essayé de nous le redonner en 2014, on a refusé. On aurait dû embaucher, il a gardé, donc c'est le plan du Béarn-Est. La communauté, comme les communes, pour tout ce qui est juridique, informatique, voirie, services techniques, adhèrent à l'APGL, un syndicat mixte mutualisé. Nos syndicats d'eau et d'assainissement qu'on a fusionnés en 2012, qui sont devenus un seul syndicat, sont du personnel quasiment,
la moitié des personnels communautaires, le reste du personnel syndicat, tout est mutualisé. Sur les groupements de commandes, on est moins bon. Parce que s'il faut en faire, c'est nous qui allons devoir faire tout le boulot. Il y a un peu de ça. Mais on a des groupements de commandes intéressants, comme l'AGLO d'ailleurs de Pau, avec les grands syndicats mixtes de bassin. Une forme de mutualisation que la communauté fait depuis longtemps, c'est les maîtrises d'ouvrage déléguées. Donc aujourd'hui, toute l'opération de mise aux normes de toutes les décharges communales résiduelles qui ne devraient pas exister, c'est la communauté de communes qui le porte sur ses moyens d'ingénierie en totalité. Et la restauration qui est classée, le calvaire de l'Estel-Bétaram, pendant 5 ans, c'est quand même 1,8 million d'euros, on porte toute l'opération. Et puis, même si ce n'est pas tout à fait le sujet du législateur puisqu'il parle des communes, on a les mutualisations interterritoriales. Le RAM, chez nous, et la ludothèque, c'est mutualisé avec la vallée d'Ossau. La déchetterie l'était avec la communauté de communes Gavé-Coteau. On avait une cyberbase qui était avec 2 autres communautés voisines. En gros, c'est à peu près 27-30% des personnels qui est mutualisé. Donc, il a semblé aux élus qu'il la faisait déjà, qu'il la pratiquait déjà, qu'il faisait des économies, puisqu'on parle d'économie, et sous toutes ses formes, puisque c'est à la fois, vous le voyez, des mutualisations sur les processus, les groupements de commandes, etc., les maîtrises d'ouvrage déléguées, sur les agents, des mises à disposition, et sur l'interterritorial. Mais restait la suite, puisque nous, politiquement, il y a eu 2 instructions qui ont été données, on les a suivies, on les partageait, y compris les communes. C'était en mars 2013. Donc, le bureau des maires a donné comme priorité, mais il y avait déjà eu des enquêtes et des études auparavant, la création du service urbanisme interco, le service commun, priorité. Création d'un groupe de travail sur le mode du volontariat, 7 communes sur 24 s'y sont associées. Et vous avez ici la liste, je ne la détaille pas, dans l'association des communes, des secteurs qui ont été évoqués. Donc les rimes scolaires, non merci, les communes y étaient déjà parties et on leur a laissé avec satisfaction. Je sais que la vallée d'Ossau à côté les a pris. Par contre, il y a une demande de la part des communes pour essayer de créer un service technique commun et la ville de Naï, vous avez vu le ratio, a indiqué qu'elle n'avait pas un agent à mutualiser, qu'elle en avait déjà assez pour ses propres services, gestion des risques, restauration collective, etc. Commande des élus, aucune mutualisation des fonctions support. Aucune. C'est-à-dire, il y a une proximité dans les communes avec le secrétaire de mairie qui, pour nous qui sommes des fonctionnaires ou des agents territoriaux, est un des fonctionnaires les plus importants en France encore aujourd'hui. Donc, laissons-les à ce niveau-là faire leur job et voyons les questions qui se posent. Donc, et j'ai terminé, puis j'ai fini. Vous êtes sauvés. Donc, c'était le constat, premier constat, c'était déjà fait. Pas grand-chose à mutualiser. Mutualisation votée le 15 décembre 2015, création d'un service urbanisme droit des sols, 3 ETP à recruter. Donc, nous, la mutualisation, elle a consisté à embaucher. Mais c'est logique, la ville-centre de Naï n'avait pas un agent ni aucun service. Alors là où on est un peu moins bon, mais on verra sur le futur, c'est qu'on n'a pas demandé pour le moment aux communes de payer, on en reparlera. Pourquoi? Parce que maintenant je passe au deuxième aspect, le point de vue communal. Des communes qui ne sont pas plus perturbées que ça par la mutualisation, pour moi c'est fait. C'est rentré en tout cas dans notre communauté, dans les mentalités, il y a un vrai partage, une vraie coopération, je les trouve même défaitistes. Ils ne sont pas idiots, ils ont compris qu'on en parlera à la fin, ce qui se joue ou ce que le législateur cherche derrière tout ça. Par contre, ils nous posaient un problème de service de proximité, un problème de moyens. Donc, après que la communauté ait pris les 14 compétences que j'ai dites et après ce que vous allez voir après, on nous a demandé de refaire un reversement sur la dotation de solidarité pendant 3 ans. Donc on a remis pendant 3 ans 600 000 euros aux communes qui commençaient à tirer la langue sur leur service de proximité. Ça, c'est un premier point. Au niveau de la dynamique, sujet très technique. Les élus, franchement, dossier plutôt de techniciens et sentiment déjà d'avoir quand même un substrat, de choses qui étaient déjà faites et qu'on n'allait pas leur donner trop de leçons. Ma grande surprise de ce travail-là, c'est que sur le service urbanisme droit des sols, on est contacté 1 an ou 2 avant par des fonctionnaires des communes qui ont des formations d'urbanisme et qui se placent. Et là, c'est banco. Je sais, j'ai vu, en regardant un peu les dossiers, que le Beauvais a fait une charte de mobilité. Nous, on l'avait préparé, c'était priorité même sur une annonce qui paraît priorité aux candidatures internes si elles arrivent en premier dans le jury. Résultat des courses, pas un agent sur la mobilité n'est venu. C'est ce que j'appelle pour nous un petit peu la GPEC du pauvre. Rien. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui quasiment à mutualiser. Attention, moi ce que je trouve intéressant par rapport aux communes, moi je crois beaucoup à cet échelon de proximité, à son avenir, c'est ce que j'ai entendu ou vu, et qu'a fait aussi, j'ai lu un peu, M. Garassu pour préparer cet exposé, ce qu'a fait le Grand Dole sur le pool des secrétaires de mairie, et je le vois apparaître, j'en parlerai avec mon collègue, c'est vous,
sur l'idée, et moi je crois que c'est d'avenir pour eux, de travailler un petit peu sur les temps d'ouverture avec cette fonction de secrétaire de mairie. Et puis pour les communes, dernière chose sur mon point de vue, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qu'a fait le Conseil général ici, c'est-à-dire parlons aussi mutualisation des investissements, arrêtons d'aller à la course à l'échalote sur tous nos projets, et ça c'est bien, ça c'est une vraie mutualisation. Je ne suis plus dans la RH là, je ne suis plus dans les groupements de commandes, je suis dans les investissements. Et ça c'est bien d'arriver dans une salle, il y a toutes les communes, il y a l'Interco, il y a le Conseil général et on discute. Et on voit arriver certaines choses, et je trouve que c'est un bon progrès de mutualisation. Ça, c'était les communes. Point de vue de la communauté. Nous, l'enjeu, il n'est pas là. Mes collègues l'ont dit. Quand je vois ce que dit ma collègue du Marsan, je suis dans ce que j'allais exposer, je ne suis pas dans de la mutualisation pour faire des économies ou pour une meilleure organisation des services, je suis dans de l'intégration de compétences. Il y a de fortes chances que ça coûte cher. Donc nous, aujourd'hui, la communauté du Pays de Naye, elle a aujourd'hui, sur ce mandat, des enjeux de prise de compétences dans le secteur de la culture, cinéma de proximité, médiathèque, centre d'interprétation du patrimoine, dans le secteur de la jeunesse, transfert, alors là par contre il faudra des transferts de charges d'une maison de l'ado, plus existence de plusieurs contre enfants jeunesse, bon là c'est un peu le fouillis, peut-être une vraie source de mutualisation, et études d'action sociale. On prend un cabinet qui nous fait une étude d'action sociale, avec tout ce que vous pouvez recouvrir cette compétence, 12 ETP. Le cabinet, c'est vous reprenez tout, vous annulez tous les CCAS, vous créez un SIAS et vous reprenez en plus les services que le Conseil général annule. Non, on garde les CCAS communaux, on voit quel est le fonctionnement de proximité, on rencontre le département, on rencontre les ADMR, les CIVU, et on voit si aujourd'hui la communauté doit monter en compétence là-dessus, s'il faut mutualiser. Mais attention, si on mutualise, ce n'est pas une meilleure organisation des services, enfin, c'est une meilleure organisation des services, c'est une prise de compétences, c'est des ETP. Je voudrais insister sur une chose. Pour moi, c'est un dossier très important, en dépit de tout ce que je vous dis, en dépit du fait qu'on a fait qu'un schéma avec de la création d'emplois, bien sûr qu'on y regarde. Et moi, il y a deux ou trois secteurs, avec mes 14% de frais de personnel, là, c'est les services techniques communs, c'est le juridique et l'informatique. Mais tout ce qui aujourd'hui est fait par la PGL. Donc pourquoi nous, communautés, irons-nous mettre le bazar dans ce que fait aujourd'hui pour les communes et pour nous la PGL, en sachant qu'on va être plus compliqué peut-être et qu'on va coûter peut-être plus cher. C'est une question. Dernier point avant de conclure sur l'Interco, la vraie question que moi je voudrais poser, c'est la question d'ingénierie. Là pour le coup, c'est un enjeu pour une communauté comme la nôtre. Je ne réouvre pas le PowerPoint, de toute façon je n'arriverai pas à le lire, mais si vous regardiez notre organigramme, si vous avez vu les compétences pour le foncier, pour le SCOT, pour l'urbanisme, pour l'habitat, pour les mobilités, 0 ETP. Qui sont nos ETP entre guillemets? Le pacte, SOLIA, ingénierie que j'appelle départementale, le CAE 64 pour tout le plan paysage, la DIL et l'agence urbanisme. Donc là, j'avais lu un peu le rapport en 2011 de la communauté d'agglo de Blois, qui était au même point. C'est une communauté d'agglo, elle disait, bon moi aujourd'hui, ou j'externalise, ou je continue à externaliser, ou je recrute pour suivre en ingénierie. Aujourd'hui, on en est là. Que va faire le Conseil général? Moi, je pose la question aujourd'hui sur ces aspects-là. Monsieur Lasserre viendra cet après-midi pour vous répondre. Merci. Je conclus. Comment créer une dynamique collective? Pour nous, elle y est, s'il y a de la simplicité, du pragmatisme. Et moi, je trouve que la loi est pas mal. En tout cas, qu'ils aient arrêté l'histoire du coefficient. Vous faites le schéma que vous voulez, vous avancez. Bon, moi, je vois un petit peu autour, en Gironde, je ne vois pas beaucoup de services unifiés, quelques-uns, une communauté en Gironde d'ailleurs, mais j'en vois pas beaucoup. Mais par contre, la dynamique collective, elle y est. Et moi, je conseillerais à mes collègues secrétaires de mairie d'être moins défaitistes, puisque dans l'avenir, le modèle, il est là et ils doivent y trouver leur place. Économiser, ben oui et non, bien sûr qu'on fait des économies, vous l'avez vu sur tout ce qui est mutualisé. Non, parce que si la Cour des comptes nous met dans le rapport, nous comme d'autres, l'année prochaine, on va se retrouver avec cette communauté au lieu de mutualiser à l'embauche. Je signale juste, et je voudrais vous le lire pour ne pas faire un plaidoyer pro domo, si vous regardez, il faut toujours essayer de voir ce que disent les gens qui ont une vision nationale. Nous, on a une vision qui est locale et qui est de proximité, mais je parle de Florent Boulet, qui est un peu la personne qui est à la DCF sur les secteurs institutionnels a une vision, y compris sur toutes les formes d'interco. Et donc, et je vous lis juste la phrase, ça c'est avril 2015, dans les petites communautés, souvent situées en zone rurale, sans réel service structuré, c'est plus notre cas, cela dit, la mutualisation doit prendre en considération un angle économique, sinon cela peut coûter très cher. La création de nouveaux services sous-tend des recrutements. Elle ajoute après que là où il y a beaucoup de marge de manœuvre, c'est les EPCI urbains franciliens, pour ceux que ça intéresse, mais elle doit le savoir. Dernière chose, attention aussi, pour l'Interco, pour nous, là je parle de la communauté du Pays de Naye, à l'équilibre de RH et de fonctionnement de l'Interco.
il faudrait éviter de croire qu'on va faire des économies en chargeant la barque de certaines intercos. Les économies, on les recherche toujours. On avait créé un emploi pour le SIG communautaire. On ne l'a pas pourvu puisque la PGL a créé le SIG, on s'y est rattaché. On le créera peut-être un jour. Donc, c'est tous les jours qu'on cherche à mutualiser et qu'on fait attention à ce niveau-là. Mais la RH des communautés, surtout une comme la nôtre, quand vous voyez aujourd'hui nos taux de frais de personnel et la montée en charge des compétences, je ne dis pas qu'elle est fragile. Mais à un moment, il faut être réaliste. Donc, je préfère, comme je l'ai dit à M. Garassus, sortir mes marchés avec mon seul attaché, puisque moi j'ai un attaché finance, un attaché RH et un attaché sur les marchés, les sortir dans les délais, les groupements de commandes des communes plus tard. Et dernière chose, pour conclure, moi je pense que dans cette affaire-là, y compris dans le titre, il y a beaucoup de non-dits. Et je pense que le législateur, l'État, cherche autre chose. Et ce qu'il cherche, c'est la gestion intégrée. Et pour moi, c'est un modèle qui viendra. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut être réaliste et qu'il faut faire un partage ressources-dépenses au niveau des communes dans un équilibre. La gestion intégrée, si on nous démontre demain qu'elle est de source d'économie, on l'a fait dès l'ouverture de la communauté. Merci. Merci, M. Poigne. On reviendra, je pense, sur les questions, sur cette question de la recentralisation via la mutualisation ou la gestion intégrée. Avant des questions, 2 minutes à mon collègue Pierre Marin pour essayer de voir le positionnement du chercheur. Il a lui-même fait une thèse doctorat, il a été recruté récemment par l'Université de Pau, il a fait lui-même une thèse doctorat sur la mutualisation dans les SDIS. Donc pendant 3 ans, il a travaillé des pompiers sur des problématiques de mutualisation. Donc justement, la question que j'ai envie de lui poser, sans forcément passer par le diapo, parce qu'on n'en a plus le temps, mais quel est le positionnement du chercheur sur ces questions? Est-ce que la mutualisation est un objet de recherche à part entière? Alors effectivement, merci de me passer la parole. Je sais, je vous entends tous gronder, vos estomacs sont pressés d'aller déjeuner et certains qui me connaissent ont peur que, puisqu'on m'a donné le micro, je dure très longtemps. Pour revenir sur le positionnement du chercheur, en effet, c'est un véritable sujet puisque il y a un intérêt pour les collectivités territoriales, et j'ai envie de dire collectivités locales puisque c'est les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs satellites de travailler sur ces mutualisations. Mais comme vous le signaliez presque tous, c'est un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, un grand nombre de collectivités ou d'établissements publics faisaient de la mutualisation sans l'appeler mutualisation et sans s'en rendre compte. Et pour cause, justement, quand j'ai écrit mon bouquin, là, ma petite thèse sur le sujet, j'ai recherché la définition de la mutualisation sans grand succès. Puisque chacun mettait derrière ces termes une définition différente. Et pour essayer de synthétiser ces différentes visions, finalement, mutualiser, ça portait, déjà c'était l'objet, sur quoi ça portait et où était la mutualisation. Donc ce qui est ressorti de ces recherches, et c'est somme toute pas tellement, je pense, déconnant, puisque aujourd'hui sur les terrains, les différents terrains qu'on accompagne avec la chaire et qu'on accompagne et sur lesquels on fait nos études, disent ça, c'est que mutualiser, on peut mutualiser de la stratégie, se mettre ensemble pour avoir une stratégie différente, pour avoir un poids différent. On peut mutualiser sur du matériel, mais aussi sur de l'immatériel. Mettre en commun de la donnée, mettre en commun, pourquoi pas, des logiciels, etc. Même si le logiciel, ça reste quelque part un petit peu matériel. Et puis, on peut mutualiser déjà en interne, aller encore plus loin en termes de mutualisation. Pour vous donner un exemple, on peut mutualiser dans le parc informatique ou des copieurs, on peut mutualiser des copieurs, on peut mutualiser des voitures pour faire des déplacements, etc., etc. On peut se partager du matériel. Donc ça va être en interne, ça va être aussi des processus de re-engineering, c'est-à-dire de revoir nos modes de fonctionnement. Ça a été évoqué dans le premier atelier, ça a été évoqué ici. Donc là, plutôt tourner sur soi et se dire, je vais faire mieux déjà avec ce que j'ai et faire plus peut-être avec ce que j'ai. Et puis derrière, c'est aussi en externe, et vous le disiez à l'instant, c'est se tourner vers l'ensemble des structures qui nous entourent. Alors, toutes les structures publiques. Pourquoi je vais internaliser un service qui pourrait être produit par des structures publiques qui nous entourent et auxquelles on participe déjà parfois même financièrement? Pour exemple, des mutualisations, notamment entre certaines collectivités territoriales et le SDIS, pour construire un bâtiment, pour construire un CTM, et puis pourquoi pas une caserne. Et d'autres structures, même privées, pourquoi pas pour du bâtiment ou autre chose. Donc voilà, une
mutualisation stratégique matérielle immatérielle, interne ou externe. Alors derrière, finalement, pourquoi c'est intéressant? Parce que les objectifs, l'objectif, c'est d'arriver vers une meilleure utilisation des deniers publics, déjà, et puis d'optimiser tout ça, et pourquoi pas améliorer le service qui est rendu. Et comme vous l'évoquez, ça peut peser très lourd sur une collectivité qui le fait déjà si on doit créer de nouveaux services. Et puis, dans le fond, c'est aussi conduire à de la collaboration. C'est aussi un des effets recherchés et un des effets observés de la mutualisation, c'est que soudain, parce que le robinet se ferme, et parce qu'avant, quand on avait un souci, on ouvrait le robinet puis ça se mettait à couler beaucoup plus fort, là, le robinet, plus on le ferme et plus il faut qu'on trouve, pour qu'on mette en place de l'innovation, plus il faut qu'on trouve des moyens de collaborer. Et donc, on a des communes qui ne voulaient pas entendre parler de leurs voisines, qui d'ailleurs parfois dans les réunions les écoutent sans les écouter, mais sont là quand même parce qu'il y a un besoin de collaborer, de trouver des voies de collaboration. Donc là, c'est un peu, est-ce que c'est obligé ou pas? D'accord, il y a la loi qui oblige au schéma de mutualisation, mais enfin vous produire un document et puis on continuera comme on l'a toujours fait. Et puis il y a le pragmatisme qui fait oui, mais moi j'ai ma DGF en baisse, etc. Et il faut quand même que je trouve des solutions. Alors avant, quand on était petit, vous le disiez tout à l'heure, on le faisait déjà, oui, on se prêtait des tables, des chaises, mais oui, on l'a toujours fait. On l'a jamais formalisé, mais on l'a toujours fait. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin, permettre un accès à l'ingénierie, par exemple des grandes villes, vous l'évoquez, Monsieur Ségalin tout à l'heure, pour les plus petites villes, aider à la rénovation des réseaux, etc., etc. Donc c'est peser plus lourd, plus fort, et aussi réfléchir ensemble. Et je voudrais juste venir sur 2 points qui me semblent intéressants, c'est l'organisation et derrière l'évaluation. Comment ça doit se mettre en place? Vous évoquez le pragmatisme, c'est ce qui ressort quand on fait les diagnostics sur le terrain, c'est ce qui ressort tout le temps, il faut être pragmatique. Ça, on le fait déjà, ok, on va l'identifier. Ça, on va pas le faire parce que on le voit comme ça va nous coûter cher, ça va nous prendre du temps, on va tous s'engueuler et ça va pas marcher. Parce que ça va reculer le service public de son niveau de proximité le plus intelligent. C'est faire preuve finalement d'intelligence. D'ailleurs, on m'a dit à plusieurs reprises, quand j'interrogeais les élus et les personnels administratifs, finalement on va être obligé de devenir vachement intelligent. Quand on n'a pas d'argent, on devient beaucoup plus intelligent. Faudra voir si dans le temps ça dure. Alors peut-être qu'il faut fermer encore plus le robinet pour devenir encore plus intelligent. Je sais pas, je préfère quand même être un peu payé, mais enfin bon, on verra. Et puis le temps. Se dire que ça va pas se faire tout de suite. Souvent, on a des collectivités qui nous contactent. Oui, il faudrait faire le schéma de mutualisation. Vous pouvez nous faire ça en 3 semaines, ça ira? Non. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est de la collaboration, parce que c'est de la participation, parce que c'est faire en sorte que les outils qui vont être déployés, et là je vais vous parler des outils qui servent aussi à l'évaluation, qui vont être déployés, doivent être appropriés par les personnes qui vont mettre en œuvre cette mutualisation. Tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, on l'observe, et ça, là encore, c'est l'intérêt du chercheur, c'est de regarder un petit peu ce qui fonctionne, puis aussi ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Là où ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas interrogé les gens sur leur travail et comment ils voyaient la façon de rénover leur méthode de travail, de revoir leur méthode de travail. Ils le savent mieux que n'importe qui puisque c'est eux qui le font, mais ils ont besoin d'être accompagnés. Ça, c'est un terme aussi important, c'est l'accompagnement. Donc ça doit être préparé, ça doit être accompagné par une structure éventuellement indépendante, extérieure. Quand on vient, par exemple, nous, on a parfois plus de poids, on est plus entendu. Et puis, d'être accompagné en interne, d'être suivi. On voit la différence entre certaines collectivités quand on a un relais à l'intérieur qui ne s'occupe que de ça. Monsieur Ségalin évoquait Étienne Gaudier qui est dans la salle, qui fait ça au quotidien. C'est important d'avoir une personne ressource qui va pouvoir faire ça. Et l'évaluation, pour terminer, c'est piloter, c'est-à-dire suivre. Et donc, quand on suit, c'est aussi communiquer sur les effets que ça a eu, positifs comme négatifs d'ailleurs, parce que ça produit des effets à la fois négatifs et à la fois positifs dont il faut avoir conscience, qu'on appelle nous les déviances. La première, c'est que négative, c'est que souvent ça génère des coûts supplémentaires. Vous avez peut-être vu passer dans la Gazette des communes, il s'excuse de ne pas pouvoir être là d'ailleurs parce que je l'avais contacté, Loïc Corré, qui parlait d'une nouvelle commune et disait, on nous dit on n'économise pas assez, pourtant on a tout fait pour, on a créé une nouvelle commune, mais on dépense encore plus. Pourquoi? Parce qu'on crée de nouveaux services et parce que c'est comme, j'aime bien utiliser ce parallèle, c'est comme quand on se marie.
se marier, on va faire la noce, donc on va inviter des gens, ça va nous coûter un petit peu d'argent, même si on va avoir des cadeaux. Et puis, on va éventuellement s'acheter une maison. Pire encore, on va faire des gosses. Et donc, ça va nous coûter de l'argent. Mais quels sont les bénéfices derrière? Quel est le service que ça vous rend? En l'occurrence, parce que c'est un petit peu égoïste de faire tout ça. Mais quel est le service que ça peut rendre? Pour, par exemple, le plan de carrière des individus, c'est montrer l'intérêt que peuvent avoir aussi les agents à l'intérieur sur leur plan de carrière, l'évolution qu'ils vont pouvoir avoir, l'intérêt sur les dossiers qui vont pouvoir être traités. Et puis, c'est l'intérêt à long terme pour la collectivité territoriale. Et là, je ferai le lien sur la déviance positive, c'est que ce type de projet organisationnel a un impact nécessairement sur l'innovation plutôt de type stratégique. Christophe Favoreux l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et on l'évoque dans d'autres articles qu'on produit. C'est que du mouvement vient le mouvement, et ce mouvement de réorganisation administrative, qui est plutôt administrative, ça bloque à un moment donné parce qu'il n'y a pas la réflexion potentiellement politique qui va avec. Et donc ça nécessite, c'est le cas pour dans le cas de Cognac, on travaille sur le projet territoire suite à ce projet de schéma de mutualisation, ça conduit à une nouvelle innovation qui va être d'ordre stratégique, et cette innovation stratégique va conduire à nouveau à une innovation, une autre innovation dans la collectivité, une innovation managériale. Et c'est tout l'intérêt, pour boucler, de ces schémas de mutualisation et de ces pratiques, on va les appeler plutôt des pratiques de mutualisation dans les collectivités territoriales. L'innovation et la motivation aussi de l'ensemble des agents et j'ai envie de dire de l'ensemble des acteurs qui vont participer à ce nouveau mouvement dans les collectivités territoriales. Merci Pierre Marin de cette ouverture et de ce lien entre les trois autres présentations. Donc on a du retard, vous l'avez noté. Pour pas trop prendre de retard sur le déjeuner, quelques questions on m'en a posé par SMS, je vais commencer par celle-là. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à ces questions. Il y avait une première question assez technique, notamment pour Mont-de-Marsan. Vous avez évoqué tout à l'heure le possible gain ou la non-perte en matière de DGF. On me posait la question de la clé de répartition sur la bonification DGF. Est-ce que vous avez avancé sur ces questions-là ou pas du tout ? Il y a des réponses dans un second temps qui sont possibles. Non, je ne saurais pas expliquer exactement. En fait, là, dans l'accompagnement, il y a effectivement un chiffrage réalisé par le prestataire sur le transfert de la compétence éducation, qu'on a essayé de compléter par les données sur la création des services communs. Mais au regard de ce qui était annoncé, en l'occurrence, un gain de DGF d'1,5 million, on a encore des interrogations dans la mesure où la réforme de la DGF n'est pas totalement finalisée, et aussi sur le fait que celle-ci prévoit éventuellement que le gain soit réparti dans le temps, puisque les variations en plus ou moins 5% seraient pluriannuelles. Donc on attend de voir ce qu'on aura réellement et de le comparer à ce qu'a coûté ce service, puisque notamment sur la partie éducation, le fait de créer une organisation a aussi conduit à structurer les services, à recruter, alors en interne essentiellement des cadres intermédiaires, mais donc à fonctionner avec des postes qui n'existaient pas jusque-là forcément. D'accord. Et vous évoquiez, il y avait une autre question aussi sur le régime indemnitaire. Vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une solution qui a émergé? Pas forcément par le haut parce que vous n'aviez pas les capacités financières. Est-ce qu'il y a une solution qui a émergé? On fonctionne par étapes. On a en fait créé une sorte de régime indemnitaire de base qu'on a essentiellement ouvert notamment pour tous les agents qui venaient des petites communes et qui n'avaient jusque-là pas du tout de régime indemnitaire, donc avec des seuils qu'on a fixés par catégorie. Ces seuils vont être augmentés prochainement, et on augmente également l'ensemble des agents, sauf ceux qui ont un régime indemnitaire qui était vraiment très favorable et qui, eux, verront leur régime indemnitaire stagner pendant un grand nombre d'années seulement, mais les écarts sont tels dans certains cas que c'est impossible de réguler et d'harmoniser dans le temps. D'accord. Merci. Une question pour Grand Cognac. Sur le périmètre de la mutualisation, on évoquait finalement un périmètre assez fluctuant, notamment même dans le futur, avec une possible extension de périmètre. Les éléments que vous avez présentés, c'était sur quel périmètre? C'est communes, centre avec l'agglo, les autres communes étaient impliquées? Alors le périmètre, c'est vraiment les 14 communes, hein, c'est ça qui est vraiment important. Le président s'était interrogé ou avait même souhaité une mutualisation forte entre la ville-centre et l'interco. La communication, par exemple, aujourd'hui, il en est complètement revenu. On a un certain nombre d'échecs assez cuisants autour de nous, un à l'est, l'autre à l'ouest, où aujourd'hui tout est démutualisé entre la ville-centre et l'interco. Donc aujourd'hui,
mutualisation, le mécanisme de mutualisation, c'est vraiment les 14 communes, plus avec les intercos de la future agglo. Voilà. Mais c'est surtout pas uniquement ville-centre interco. D'accord. On me posait la question aussi pas mal de l'impact potentiel sur notamment la dimension économique, parce que c'est vrai, les étudiants le disaient dans la vidéo de 2 minutes, la philosophie à la base de la mutualisation et de sa mise en œuvre, c'était de dire finalement mutualisons pour trouver des solutions à la contrainte financière actuelle. Est-ce que vous avez, la perspective ou l'analyse de dire qu'aujourd'hui, ensemble, on crée des économies? Est-ce que vous avez l'impression d'ensemble que vous créez des économies? Non. Il y a pas mal de débats là-dessus. Non. Alors nous, c'est clair, non. Non. Sauf en ce qui concerne la mise en place du bureau d'études sous forme de services communs. Là, il y a un gain évident pour les communes, d'autant qu'on le fait à charge financière constante pour la ville-centre. Par contre, l'objectif pour nous de la mutualisation, c'est permettre aussi aux communes, notamment les plus petites, de répondre à l'amoncellement normatif. Typiquement, l'hygiène et la sécurité, d'autant que là, alors là, pour le coup, il peut y avoir des gains indirects par rapport à l'absentéisme, des choses comme ça, mais c'est plutôt de répondre à la norme. L'hygiène et la sécurité, l'archivage s'inscrit réellement là-dedans, et le conseil juridique également. Voilà, comme le droit des sols. Pour compléter, peut-être, il y avait, Pierre citait tout à l'heure l'étude de M. Corré, je crois, ou l'interview de Corré, il disait, je pense, quelque chose d'assez juste, c'est que sur la partie économique, il faut a priori distinguer l'espace temporel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, tout le monde montre que ça ne crée pas d'économie. Par contre, peut-être que demain, ça peut en créer. Et donc, la perspective économique est plutôt à analyser sur un temps long, notamment en mobilisant, en analysant ou en traitant de la masse salariale, qu'on ne peut pas, sur un temps court, je dirais, pressurer de manière volontariste, mais peut-être sur un temps un peu plus long, avoir des marges de manœuvre qui soient plus importantes quand le périmètre est un peu plus large. On me posait une autre question aussi. Même si elle est complémentaire de la première, on me dit, est-ce qu'ensemble, au-delà de faire des économies, est-ce qu'ensemble on est meilleur? C'est une question, on accompagne aussi le Grand Arbre sur cette question. Quand on a traité de ces questions sur le terrain, j'ai eu l'impression que la mutualisation, au-delà du fait qu'elle puisse créer des économies, elle pouvait par contre créer une véritable dynamique collective. Et que notamment, certaines communes rurales pouvaient monter en compétence sur les problématiques d'ingénierie qu'elles ne pouvaient pas se payer elles-mêmes et qu'elles, grâce à la mutualisation, elles pouvaient avoir à disposition des services qu'elles n'étaient pas en capacité d'avoir seules. Est-ce que peut-être M. Pouey ou... Moi, je crois que oui. Nous, on est un peu atypique puisque vous avez vu nos ratios. On ne peut pas monter en ingénierie pour le compte des communes, mais il faudra le faire. Par exemple, quand je vous dis qu'on a fini par créer un service urbanisme droit des sols, pendant 2 ans, l'ingénieur qui a été recruté est sur l'ADS, l'instruction, et puis il prend le relais du DGS après sur les thématiques de foncier, d'habitat, de voirie, de mobilité douce, de paysage, tout ce qui est le boulot en ingénierie d'un ingénieur et d'un service. Même si aujourd'hui, on est plutôt sur des prestations extérieures AMO. Vous avez dit, par rapport à la taille, c'est ça, est-ce qu'on économise? Moi, je pense bien sûr que oui. Première nuance, attention à ne pas faire trop gros. Moi, je pense aussi qu'à un moment à trop grossir, ça commence à coûter très cher. Vous avez le cas, je vous l'ai dit, M. Carassus, je ne la citerai pas, de la communauté de communes du Pays de la Loire qui a recruté un attaché pour suivre la mutualisation. Moi, je veux bien qu'on me le donne, cette EDP, je ne le mettrai pas sur le suivi de la mutualisation. Moi, je crois que oui, avec le verrou, trop gros, au bout d'un moment, lourd, réactivité, proximité, cherté. Donc, après, est-ce qu'on est plus intelligent? Évidemment, et ça doit venir des élus. Et là-dessus, moi, je crois vraiment au futur modèle de la mutualisation en lien étroit avec les communes et en particulier les ressources RH des communes. Aujourd'hui, c'est des faux discours de dire, par exemple, chez nous, qu'il peut y avoir une mobilité interne en termes d'économie ou en termes de perspective de RH, puisque ça veut dire clairement créer des postes. Par contre, moi je crois qu'au niveau de l'intelligence collective, c'est déjà fait. Et moi je ne ressens pas à ce niveau-là, dans les approches de dossiers, ces discours qu'on pouvait avoir de Citadel il y a une vingtaine d'années. Les communes savent très bien où les choses se passent aujourd'hui. Mais il faut, au niveau de l'économie et de la proximité, faire attention et renvoyer le service là où il est. Voilà. Donc, principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser le service au niveau le plus efficace. Mais bien sûr. Moi, je vous l'avais dit, ce qui me choque dans la loi telle qu'elle est, même si elle a bien évolué, rédigée aujourd'hui, de mémoire, en vue d'une meilleure organisation des services mutualisés avec les communes. Mais évidemment, c'est en vue du service de l'usager, mettre en place la meilleure organisation des services la plus efficiente et avec les communes, pas pour économiser.
Souvent, ça va coûter plus cher. Alors, après, sur la durée, oui. Mais alors là, on entre dans une question de pyramide des âges, de fonction. Et nous, clairement, la question sur l'ingénierie, l'économie pour les communes, vous l'avez dit, bon, il y a la PGL, il y a les AMO privés ou parapublics. Bon, un jour, est-ce qu'on montera sur ces compétences? Et là, à mon avis, on retrouvera les communautés qui rendront ce service pour les communes. D'accord. C'est une vraie question, me semble-t-il, je ne sais pas si on aura l'occasion de l'évoquer, sur la territorialisation, c'est-à-dire finalement quand on arrive dans des espaces collaboratifs qui sont à des périmètres de plus en plus gros, comment on peut trouver des solutions pour garder le lien entre la vocation à avoir un périmètre plus large, mais aussi à avoir une distance qui soit moins grande avec l'usager et ne pas avoir de décalage trop important entre le lieu de consommation du service public et le lieu de décision. Donc est-ce que sur ça, des problématiques de territorialisation, vous avez déjà commencé? Je sais que d'autres collectivités de plus grosse taille ont déjà réfléchi à la question. Est-ce qu'à vos niveaux, vous avez déjà réfléchi sur ces problématiques de territorialisation? Je reprends la parole. Moi, franchement, je pense que c'est un vrai sujet pour... moi, je ne sais pas où est le seuil. Il me semble comme ça, que ça se joue vers 30 000 habitants pour les communautés. Nous, à 28 000, 25 000, la territorialisation sur le périmètre qui est le nôtre, on n'a pas ce problème-là de proximité. Les gros services, que ce soit bientôt la culture, auparavant la piscine ou la petite enfance, le portage de repas, le transport en demande, la proximité est liée, soit avec des marchés, soit avec des services. Après, moi, je ne parle pas à la place des autres communautés qui sont plus dans la strate, j'imagine des 30-50, c'est une vraie question, à mon avis, ça, pour les pôles urbains, qui sont en recherche de ça au niveau de ça depuis longtemps. Si ça veut dire que vous ne voyez pas fonctionner des structures intercommunales qui commencent à émerger en Bretagne, en Loire ou en Pays Basque, avec 150 communes? Oui, alors moi, c'est la question de l'assemblée délibérante qui devient l'assemblée délirante. Mais s'ils ne répondent pas à ça, mais pas l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, si au niveau des agglos, j'en parle pour y avoir travaillé, on ne répond pas à ça, on a une difficulté au niveau de cette proximité. Et Nantes l'a fait déjà depuis longtemps. C'est des choses, effectivement, qui ont un enjeu majeur. Après, pour continuer un petit peu dans la provoque, nous, à notre échelle, la question ne se pose pas. Même si on peut être perçu comme déjà la grosse structure. Pardon, je ne sais pas qui est dans la salle, mais je le dis, si le schéma du préfet, vous le voyez fait, je le dis amicalement, les premières réactions des communautés que le préfet nous fait rentrer, vous voulez nous fusionner, c'était « Ok, on rentre, mais on veut 3 antennes ». C'était la mort de notre projet, on n'a jamais raisonné en antenne. Voilà, c'est par rapport, moi je crois que c'est une vraie question, je me permets de parler pour les autres, surtout pour l'urbain. Pour terminer, je suis désolé de la gestion du temps, mais bon, les sujets sont tout aussi passionnants les uns que les autres. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? J'ai essayé de relayer les SMS ou tweets que j'ai reçus. Est-ce qu'il y avait des questions sur le sujet que vous vouliez évoquer en complément? On a essayé d'être le... Donc là, c'est les estomacs qui parlent, je comprends, les doigts ont du mal à se lever. Donc juste pour terminer, je propose qu'on arrête là et qu'on aille déjeuner. Juste un point, Monsieur Cournac devait être tout à l'heure présent à l'ouverture. Peut-être venir 2 mots de bienvenue, puisqu'il a pris l'avion d'après, peut-être monter sur la scène et venir dire 2 mots à l'ensemble des personnes qui sont présentes ce matin. Je suis arrivé à 6h30 du matin à Orly. J'ai atterri à 11h30 ce matin. Vous voyez, je voulais rester avec vous toute la matinée, donc je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses. Moi, je suis très heureux d'être ici, non seulement pour vous parler du Territoria, de l'Observatoire national d'innovation publique, mais aussi pour parler du travail que nous faisons ensemble. Notre comité scientifique, qui s'est transformé, a souhaité travailler avec des étudiants. Alors on s'est dit, on va regarder à travers la France à quel endroit, et puis on est tombé mais au bon endroit. Et la chaire Optima correspondait, mais je vous dis, à 98% à ce que notre comité souhaitait. Et donc vraiment, je voudrais m'en féliciter, c'est pour ça que je suis venu. Alors je peux très bien vous dire que Territoria, c'est formidable, il faut préparer des dossiers, un Territoria d'or, d'argent, oui, ça c'est sûr. Mais surtout, je vais vous dire qu'on s'est enrichi avec le travail que nous avons commencé ensemble et que nous avons l'intention de continuer, si vous en êtes d'accord. Donc voilà, alors le prix Territoria, je vais me faire... la déléguée générale ne va pas être contente. Le prix Territoria, faire les choses, faire bien cher les choses, mais surtout le faire savoir.
Et ça, c'est une grave erreur. Ça existe dans les entreprises, mais dans les municipalités, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, on fait des choses. Et la deuxième chose, ça veut dire que nous travaillons, nous, sur le fait que ce soit reproductible. C'est-à-dire, quand il y a une innovation dans une collectivité, nous souhaitons qu'elle soit reproductible. Alors, bien sûr, si vous êtes à Lille ou si vous êtes à Toulon, vous voyez, comme ça, tout à fait par hasard, je vais vous dire peut-être que vous allez le faire évoluer. Mais la base, c'est de ne pas recommencer dans ces collectivités à rechercher, mais à essayer de prendre, vous voyez, là, il doit y avoir 20 territoriadors, et il faut le faire pour l'avoir. Je vais vous dire, le jury est très très difficile autour du ministre, que vous voyez là-bas. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que comme vous avez faim, je n'ai pas été trop long. Merci, sénateur Gournac.